Allez, bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on passe au crible la stratégie ESG de PepsiCo. Avec vous, Séverine Lepers, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice RSE de PepsiCo pour la France. PepsiCo, c'est pas seulement, il faut le rappeler, Pepsi, il y a beaucoup d'autres marques, une galaxie de marques, Doritos, Cheetos, et j'en oublie. Juste, je mets les pieds dans le plat, et c'est ce qu'elle veut dire, et c'est volontaire. Et sans vouloir vous offenser, mais spontanément, comme ça, on ne se dit pas que PepsiCo, c'est un acteur qui favorise comme ça la santé des gens. Vous comprenez que certains soient dubitatifs quand vous parlez de RSE, parce que dans RSE, il y a aussi le S, c'est sociétal, responsabilité sociétale. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, c'est une bonne question, et c'est une question qu'on nous pose régulièrement, hein, donc vous faites bien de la poser. Ouais, donc elle n'est pas originale, ma question. Si, si. J'espère que votre réponse le sera. Ben, j'espère aussi. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que au niveau de PepsiCo, on a des produits qui sont basés sur le plaisir, la convivialité. On est des produits plébiscités par les Français, parce que moi, je suis directrice RSE de la filiale France, donc je vais vous parler un peu plus de France aujourd'hui. Mais on est vraiment sur des produits plaisir, et on part du principe, si vous voulez, que plaisir peut rimer aussi avec santé, et c'est pour ça que justement dans ce S dont vous parliez, on s'est engagé dans un de nos piliers qui s'appelle nutrition, à s'améliorer et à améliorer nos recettes constamment. Parce qu'il y a du chemin à parcourir? Il y a du chemin à parcourir, parce que je pense que l'essence même du développement durable est de s'améliorer chaque jour. Et c'est là-dessus qu'on a basé notre objectif. Et en fait, aujourd'hui, par exemple, pour nos snacks, vous parliez de Doritos, on a Lay's, on a Ben & Nuts, etc. Oui. Et donc, sur la catégorie du snacking, on est les premiers à avoir pris le Nutri-Score comme référence pour nos consommateurs. Produits qui sont souvent d'ailleurs notés D en Nutri-Score. Exactement. Pas se mentir. Oui, oui, tout à fait raison. Et donc, du coup, alors le temps de l'industrie et de la R&D peut paraître un peu long, mais on y est arrivé puisque une grande majorité de nos gammes, par exemple Lay's, aujourd'hui sont passées de C à B. Et donc, du coup, on est sur un Nutri-Score B. Pourquoi? Parce qu'on est moins gras, moins salé, et donc, de ce fait, forcément mieux noté sur notre recette. Donc, vous avez cette ambition d'augmenter la qualité nutritionnelle de vos produits. Donc, ça veut dire que la santé des clients, de vos clients, aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Et tout à fait. Vous avez approuvé, vous voulez prouver que vous êtes un groupe responsable. Tout à fait. Et on l'est. Et en fait, aujourd'hui, on a 4 piliers de notre feuille de route RSE en France. On a une stratégie complète, globale, qui repose sur trois points, qui est la chaîne de valeur positive, l'agriculture positive et les choix positifs. On est un grand acteur global, hein. On est 320 000 collaborateurs dans le monde, on est la deuxième industrie agroalimentaire au monde, et donc forcément, on se doit d'être exemplaire dans notre démarche. Au niveau de la BU France, on a pris 4 piliers. BU, c'est Business Unit. Pardon, excusez-moi. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est la filiale française, ouais. Exactement. Puisqu'un acteur comme PepsiCo, forcément, a plusieurs filiales dans le monde pour, je dirais, répondre... Vous pouvez vous écarter? Est-ce qu'en tant qu'entité française, on peut s'écarter des pratiques du reste du groupe où il faut... Alors, on peut innover, on peut être avant-gardiste. On peut innover et avant-gardiste. On doit surtout être responsable et faire des choix par rapport à notre marché, notre empreinte. Alors, quel choix vous avez fait pour prouver ceux qui nous regardent, qui disent voilà, PepsiCo, là, je suis dubitatif, je suis sceptique. Quel choix fort vous avez opéré en France? Alors, sur la filiale France, on a déjà 4 piliers, c'est important de leur dire. On a la nutrition, on a l'emballage, on a la décarbonation et on a l'engagement solidaire. Là, vous en faites le plus sur ces 4 piliers? Avec des exemples? Alors, des exemples concrets, si on prend l'emballage, par exemple, sur tout notre portefeuille, alors quand je dis tous nos portefeuilles de boissons, puisqu'encore une fois, on a plusieurs marques de boissons, dont Pepsi, forcément, mais 7-Up, Lipton Ice Tea, etc. On est le premier acteur à avoir mis notre portfolio 100% RPET. Notre portefeuille, pardon, excusez-moi, je suis très anglicisme, excusez-moi. Notre portefeuille de boissons, plastique recyclé, donc RPET, 100% et transparent. En 2022, on a atteint cet objectif alors qu'on s'était donné jusqu'à 2025. Donc très concrètement, on a fait ça. Au niveau de la décarbonation, on s'est engagé pour 2030 à faire moins 40% de réduction de gaz à effet de serre. On s'était engagé pour 8% de 2019 avec Fred 21, de 2019 à 2022. On a fait 12%. Et là, on se réengage encore. On parle de la France, là? On parle de la France. Je parle de la France, oui, tout à fait. Parce que, encore une fois,
Là, on a une empreinte locale différente peut-être en France que chez mes confrères, je ne sais pas, en Belgique ou en Allemagne, etc. Et on doit prioriser versus notre empreinte en France et la demande de nos consommateurs en France, nos priorités. Ouais. Sur la nutrition, tous les produits sont locaux aujourd'hui. On voit des chips là. Est-ce que c'est la pomme de terre française? Oui, au niveau de Lay's, oui. Je dirais la majorité de nos chips proviennent de la pomme de terre de France, enfin d'agriculteurs français. Et d'ailleurs, majorité, ça veut dire quoi? 50%, 80%? Je dirais, alors le chiffre exact, mais en tout cas, c'est bien plus de 50%, oui, tout à fait. Bon, est-ce que vous suivez une tendance demandée par les consommateurs ou est-ce qu'il y a une volonté d'innover, d'être avant-gardiste? Là, je parle de la France, de la filiale française. Alors, on est vraiment sur le basé. Alors, on répond aux demandes consommateurs, mais on essaye toujours de faire plus. Par exemple, sur nos packaging de Lay's, on est à 50% d'origine végétale, d'accord? Et nos packagings sont déjà recyclables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a investi dans le plastique qui fait qu'on va être recyclable. Il nous manque juste la filière et l'écosystème tout autour pour pouvoir les recycler, ce qui n'est pas le cas dans certains de nos pays européens où ils sont déjà équipés. Et heureusement, Citeo, depuis début de l'année, je pense, a annoncé que cette filière allait voir le jour en 2025. Donc, en fait, on innove avant de pouvoir, quelque part, l'informer auprès de nos consommateurs ou pouvoir le faire avec nos consommateurs. La France, c'est un des marchés évidemment, mais ce n'est pas le seul. Ça pèse combien dans l'ensemble du portfolio, du portefeuille PepsiCo? Au doigt mouillé, hein, c'est juste pour se dire voilà, qu'il y a ce qui est fait en France, les pratiques à la fois en France et puis les pratiques au niveau du groupe. Oui, tout à fait. Et franchement, il est compliqué de vous le dire parce que tout dépend de quel prisme on parle. C'est-à-dire, est-ce que vous parlez juste du chiffre d'affaires? Est-ce que vous parlez, je dirais, des investissements RSE? Chiffre d'affaires, en chiffre d'affaires? En chiffre d'affaires, aujourd'hui, franchement, en toute sincérité, je peux pas. Non, mais c'était pour ça. Pourquoi la question? C'est pour savoir, encore une fois, se dire que la France est un marché important, mais ce n'est pas le seul, et qu'il y a ce qui se fait en France, avec des bonnes pratiques, et peut-être d'ailleurs parce que la France est un pays qui est plus mature. C'est aussi le sujet que les autres en matière de développement durable en France. Plus mature et plus exigeant. Ouais. Je dirais que nos consommateurs français sont, et ils ont raison, ils sont beaucoup plus exigeants en termes de nutrition. Et donc, de ce fait, oui, on est souvent très moteur de l'Europe, et c'est dans le bon sens. La preuve, d'ailleurs, Nutri-Score n'est pas adapté à tous les pays, mais la France, on a décidé de le faire puisque c'était important pour nos consommateurs. Là, vous êtes le plus fort, entre guillemets, c'est sur quoi? Sur quel pilier? L'emballage, la nutrition, la décarbonation? Je dirais que sur notre catégorie, la nutrition et le packaging, on est vraiment, on est plutôt bien positionné. Qu'est-ce qu'il reste à accomplir comme effort? Il reste à accomplir. On a un grand challenge, c'est le réemploi chez nous. C'est-à-dire que nous, on a pris un prisme, vous savez, la feuille de route des 5 R. Le plastique recyclé, c'est vraiment, pour nous, on est persuadé qu'on peut en faire quelque chose de vraiment très vertueux derrière. Seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on a un vrai challenge sur l'accessibilité à la matière première et le prix, puisque c'est bien 3 fois plus cher que le plastique à énergie fossile. Donc ça, on a une vraie question et on ne peut pas le faire tout seul. On parle de la France, tous les métiers. La France, ouais. Tout à fait. Qu'est-ce qui bloque sur le recyclage? D'avoir tout l'écosystème. En fait, par exemple, on a encore beaucoup de marge et beaucoup de chemin à faire. Et PepsiCo ne peut pas tout faire les métiers. On a besoin d'avoir une filière pour collecter, bien trier et avoir des plastiques recyclés que nous pouvons dans l'alimentaire utiliser, ce qui n'est pas toujours très simple. Et donc, on a un vrai challenge d'accessibilité et de prix, forcément, puisque c'est plus cher. Et le deuxième challenge, c'est nous. Alors là, par contre, c'est plus un challenge PepsiCo, parce que là, voilà, c'est le réemploi. Et c'est pour ça qu'il y a 2 ans, SodaStream, PepsiCo a racheté SodaStream, et nous, on s'occupe de la partie professionnelle. Et de ce fait, en fait, ça nous permet d'avoir... SodaStream, pardon, ce sont les... Oui, c'est les machines que vous pouvez gazéifier vous-même. Oui. Et en fait, au niveau professionnel, quand vous mettez une machine, c'est 15 000 bouteilles de plastique en moins par an. Donc, on a commencé ce chemin vers le réemploi et on doit encore aller plus loin. Bon, ce qu'on retient, c'est qu'il y a des efforts qui sont faits, d'autres évidemment qui restent à accomplir, mais que vous vous souciez vraiment de la santé de vos clients. Vous pensez pouvoir concilier le goût de vos produits avec une meilleure qualité pour la santé? Oui, enfin, les recettes, on les améliore toujours. Et encore une fois, on est des produits
plaisir. Donc on fait beaucoup de pédagogie autour de notre... Pas tous les jours, pas matin, midi et soir. Exactement, en fait on est des produits plaisir et donc du coup on est des produits conviviaux. C'est important pour le tissu social. On fait partie des foyers français et on est la catégorie qui continue à croître. Aujourd'hui, et dans un monde inflationniste très compliqué, on est une catégorie qui continue à croître parce que les Français veulent continuer à se faire plaisir. Et on pense vraiment que allier plaisir et bien-être, c'est possible si on continue, nous, en tant qu'acteurs, d'améliorer nos recettes. Séverine Lepers, c'est intéressant, vous parlez de monde inflationniste. On y est toujours, 5% d'inflation en France. Quel est l'effort que vous faites, vous aussi, pour ces Françaises et Français qui ont du mal, encore une fois, à finir les fins de mois? Est-ce que vous faites un effort sur les prix? Est-ce que vos prix progressent moins vite que l'inflation? Est-ce que vous garantissez ne pas pratiquer la shrinkflation? Pour le même tarif, on a moins de produits. Non, c'est des vrais sujets. Ouais, Est-ce que vous engagez? Tout à fait. Alors déjà, on a énormément accéléré notre promotion depuis en deuxième partie d'année, sur le deuxième semestre. Quand vous vous baladez dans tout, je dirais les magasins, vous retrouvez et encore maintenant nos produits en promotion. Et ensuite, non, on ne pratique pas de shrinkflation, on pratique de l'innovation. Et donc, ce que je vous disais, par exemple, sur les packaging d'emballage comme Lay's, qui est maintenant sur certains packs 50% d'origine de matière végétale. Et on va également passer d'un Nutri-Score C à B, comme par exemple avec Doritos. Eh bien, c'est des vraies innovations pour répondre à notre pilier RSE. Et donc, quand on a ces innovations-là, on ne fait pas de la shrinkflation, on fait vraiment de l'innovation pour répondre à notre feuille de route RSE. Bon, comment on finit là-dessus? Comment vous vous placez par rapport à vos concurrents? Est-ce que vous pouvez nous prouver, ou pas d'ailleurs, que vous en faites plus que ce que font les rivaux du secteur? Ben, je pense que, en tout cas, nous, on estime, en tant qu'acteur, PepsiCo, un très grand acteur international, on doit faire toujours plus pour nos consommateurs. Donc, oui, j'ose espérer qu'on en fait toujours plus, oui. Allez, merci à vous. Séverine Lepers, donc directrice RSE de PepsiCo pour la France. Merci. Merci beaucoup. Allez, à présent, c'est l'œil du gérant. Et notre gérant aujourd'hui, c'est Frédéric Tassin. Bonjour. Bonjour. Directeur gestion action globale et thématique chez Ophi Invest AM. Bon, alors convaincu ou pas par les propos de la patronne de la RSE de PepsiCo pour la France? Oui, assez convaincu. Hein. Il faut savoir que le dossier est présent chez nous dans un fonds qui s'appelle Ophi Invest ISR Grande Marque, qui est un fonds qui, par définition, investit dans les valeurs qui sont vertueuses. Et donc, on porte une attention très très particulière à la façon dont les sociétés gèrent notamment les controverses, hein, puisque l'image de marque est importante. Et donc sur tout un tas de sujets, que ce soit E, S ou G, et notamment sur la partie E. Hein. On sait que PepsiCo est très très attendu sur la partie E. Il y a quand même des initiatives aujourd'hui à l'œuvre qui sont prometteuses et qui permettent à cette valeur de se qualifier. Bon, quels sont encore une fois les bons résultats que vous avez soulignés, puis les progrès qu'il reste à faire pour PepsiCo? Alors sur la partie environnement, notamment, nous on trouve qu'il y a des initiatives qui sont à l'œuvre, notamment sur la décarbonation, qui sont assez ambitieuses, hein, puisqu'ils ont la volonté de réduire, d'être en 2040 à la neutralité carbone, ce qui engagera à réduire les émissions Scope 1 et 2 de plus de 70% et 40% sur Scope 3. Donc c'est quand même relativement ambitieux, c'est très ambitieux, notamment pour une entreprise nord-américaine. L'autre point qui est important également, c'est qu'ils accompagnent toute la chaîne amont, où là aussi ils ont des initiatives auprès des agriculteurs pour les aider à produire différemment, et là aussi en réduisant tout le scope carbone. L'autre initiative qui, là à notre avis, est réellement importante, c'est l'engagement qui est pris par PepsiCo dans la consommation d'eau. Alors c'est vrai qu'on en parle relativement peu, mais ils interviennent dans des zones à stress hydrique important et ils se sont engagés à avoir un impact nul sur les nappes phréatiques, autrement dit avoir une consommation d'eau neutre, c'est-à-dire que la dimension recyclage va être extrêmement importante dans l'outil, dans le process de production. De la même manière que pour le carbone, ils accompagnent également toute la partie agricole pour les inciter à consommer moins d'eau, donc avec des techniques innovantes. Donc, sur cette partie-là, on trouve qu'ils font le job. Et qu'ils sont plutôt un peu plus vertueux que la profession. Et d'ailleurs, ils sont quand même relativement mieux notés que leurs pairs de l'industrie agroalimentaire sur ces dimensions-là. Leur père. Donc ça veut dire que les objectifs sont ambitieux.
Et puis c'est un groupe qui a les moyens aussi, ses ambitions, Ouais. en tout cas sur le papier. Est-ce que les moyens suivent aussi pour atteindre ces objectifs ambitieux? Alors oui et non. Parce que ça peut être au détriment de la rentabilité aussi, à court terme tout du moins. Alors oui et non. Des moyens sont mis en œuvre, hein, notamment sur le sujet qui fâche un peu, hein, c'est la gestion des déchets plastiques. Pepsi est pointé du doigt, mais pas que, hein. Tous les géants de l'agroalimentaire sont pointés du doigt. D'ailleurs, il y a beaucoup d'ONG qui s'amusent à faire enfin qui s'amusent, c'est pas un jeu, hein, mais qui font des sondages et des ramassages de déchets industriels au fond des rivières ou auprès des côtes, et systématiquement on retrouve les mêmes usual suspects, dont Pepsi et Coca. Donc ils sont toujours parmi les top 3 des déchets qu'on retrouve dans la nature. Donc ils sont incités à faire mieux. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Première chose, ils ont des campagnes de communication vis-à-vis des consommateurs, notamment dans les pays en voie de développement, pour les inciter à recycler. Deuxième point, alors on va parler d'argent, hein, ils ont mis en place, avec d'autres industriels, un fonds de 100 millions de dollars pour trouver des solutions innovantes, notamment pour dépolluer les océans. On sait que la pollution plastique dans l'océan, c'est un sujet. Donc ils vont financer des startups qui vont travailler sur le recyclage ou sur de l'économie circulaire au niveau des déchets plastiques. Et le troisième point qui, à notre avis, est sans doute une des dimensions qu'il va falloir regarder de très très près pour Pepsi dans ces prochaines années, c'est le partenariat qui a été signé entre quelques industriels, donc de l'agroalimentaire, du pneu. Michelin est également dans le partenariat avec la société française Carbios, alors Cocorico. C'est une société française qui va travailler sur deux axes. Donc le premier axe, c'est le recyclage du PET, donc quasiment à l'infini. Donc on recycle le PET, on en refait des bouteilles, donc on travaille sur une forme d'économie circulaire. Mais le deuxième axe est encore plus important, plus innovant et plus prometteur. C'est des nouveaux plastiques à base d'enzymes qui seront biodégradables. Alors pour l'instant, c'est encore un projet. Il y a des innovations donc il y a des avancées technologiques qui sont très très prometteuses. On espère que les solutions industrielles seront viables d'ici quelques années. Et là, on aimerait bien que justement les moyens soient mis pour que ça aille un peu plus vite. Bon, dernière question. Quels sont les critères qui ont rendu éligible une marque, une boîte comme PepsiCo, d'un point de vue ESG et d'un point de vue de la RSE, de la responsabilité sociétale d'une entreprise? Est-ce que ça pourrait surprendre? Oui, ça peut surprendre. Mais quand vous la regardez par rapport à ses comparables, encore une fois, dans l'industrie agroalimentaire, elle est plutôt mieux notée. Quand on regarde tous les critères, bon élève de la classe. c'est plutôt le bon élève de la classe. Alors on sait qu'il y a des sujets, on sait que la société les adresse, et c'est ça qui nous intéresse, hein, c'est comment la société prend les sujets un à un, et la réponse qu'elle peut donner, en tout cas les engagements qu'elle peut donner à ses actionnaires, mais également à ses clients. On parlait tout à l'heure de la malbouffe, hein, grosso modo, et donc de la consommation de calories, de gras, de sel. Là également, la société s'est engagée à réduire le sucre, à réduire le sel, à réduire le gras dans ses produits. Ça va dans le bon sens. À nous de faire en sorte de monitorer ces progrès régulièrement. Allez, merci beaucoup. Explication signée Frédéric Tassin, directeur de la gestion action globale et thématique chez Ophi Invest. Merci à vous. Merci David. Voilà, ça vaut le coup, revient la semaine prochaine sur Boursorama.